Donc, dit le commissaire, nous essayons de confronter nos idées et nos informations. Et, monsieur Poirot, c'est un réel plaisir de vous avoir ici même. L'inspecteur Kelsey se souvient parfaitement de vous. Cela remonte assez loin, remarqua Kelsey, et à l'époque, je n'étais qu'un sergent de police. Le commissaire tout sauta, puis reprit la parole. Le gentleman que nous appelons Adam Goodman pour les besoins de la cause est ici présent et sans doute un inconnu pour vous, mais je crois que vous connaissez son chef au service spécial. Le colonel Pickaway, murmura Poirot, tout pensif. Je ne l'ai pas rencontré depuis longtemps. A-t-il toujours l'air aussi endormi ? Adam parut amusé. Je vois que vous avez bonne mémoire, monsieur Poirot. Je ne l'ai jamais vu complètement réveillé. Quand cela arrivera, alors je saurai que, pour une fois, il ne prête aucune attention à ce qui se passe autour de lui. Vous êtes perspicace, mon ami, nota le détective. Maintenant, reprit le commissaire, entrons dans le vif du sujet. Ces drames se présentent sous de nombreux angles et, avant tout, il importe d'en mentionner un. Une courte pause et, à l'intention de Poirot, il ajouta. Officiellement, nous dirons qu'une écolière est venue vous raconter une belle histoire au sujet de certaines choses qu'elle a trouvées dans la manche évidée d'une raquette de tennis. Passionnant pour une adolescente. Une collection de petites pierres bien imitées qui semblent avoir tout l'attrait des vraies. Naturellement, l'auteur de cette trouvaille peut être tenté d'en exagérer la valeur. Possible, n'est-ce pas, monsieur Poirot ? Ce disant, le commissaire ne quittait pas le détective du regard. « Il me semble, » répondit simplement celui-ci. Ensuite, la politique étrangère joue un rôle, et voilà qui pose un problème délicat entre tous. Par exemple, quand il s'agit de pétrole ou de riches gisements minéraux, il nous faut tenir compte des gouvernements au pouvoir et éviter des incidents inopportuns. Dans le cas actuel, des bijoux sont en jeu et impossible d'interdire à la presse de relater un crime. Nous l'avons constaté une fois de plus. Cependant, aucune allusion n'a été faite à la découverte d'un trésor. Pour le moment, du moins, il faut s'en tenir là. D'accord, ponctua Poirot. Et, reprit le commissaire, je crois ne pas me tromper en disant que l'ancien cheikh de Ramat, ayant été considéré comme un ami sincère de notre pays, les hautes sphères aimeraient fort que ses désirs à l'égard de ce qui peut lui appartenir en Angleterre soient respectés. Ce qu'ils sont, en réalité, personne ne le sait encore, du moins je le suppose. Si les nouveaux maîtres de Ramat réclament des biens qu'ils affirment leur appartenir, mieux vaut prétendre ne rien savoir de leur éventuelle présence dans notre pays. Un refus catégorique équivaudrait à une gaffe sur le plan diplomatique. Sur ce plan, observa Poirot, on n'oppose jamais un refus de cette sorte. L'usage veut qu'il soit fait allusion à l'ouverture d'une enquête minutieuse. En l'occurrence, il convient de donner à entendre qu'on ne sait encore rien de précis au sujet d'un petit magot que le défunt eût été à même de posséder et qui peut
très bien être resté à Ramat, caché par un fidèle ami d'Ali Youssouf. Le commissaire acquiesça. Exactement ce que j'allais dire. Au fait, monsieur Poirot, vous avez des amis haut placés et ils ont pleine confiance en vous. Donc, il est permis de supposer que, à titre privé, ils aient eu l'idée de vous remettre certains objets en dépôt. Aucune objection de votre part ? Aucune. Mais nous avons à faire face à un problème plus important. Il jeta un regard sur ses trois interlocuteurs. Peut-être n'est-ce pas votre impression. Cependant, que représentent les 3/4 d'un million de livres sterling si on les compare à des vies humaines ? Vous avez raison, répondit le commissaire. Donc, reprit Kelsey, il nous faut découvrir l'assassin et nous serions heureux de connaître votre point de vue, monsieur Poirot. Pour le moment, on ne peut qu'envisager des conjectures et, dans ce domaine, vous n'avez pas d'égal, surtout quand une enquête évoque une pelote de laine embrouillée à souhait. Excellente comparaison, ponctua Poirot en lisant ses moustaches. Et, de cette pelote, il faut faire sortir un criminel. Aussi, veuillez me répéter tout ce qui est connu jusqu'à présent. Kelsey, Adam s'exécutèrent, puis le commissaire fit une courte récapitulation. Appuyé contre le dossier de sa chaise, Poirot ferma les yeux et, après un moment de silence, prit la parole. 2 crimes commis dans le même endroit et à peu près dans les mêmes conditions. Plus un enlèvement. Celui de la jeune fille, qui pourrait être le personnage central, oserais-je dire, du complot. En premier lieu, tâchons de savoir pourquoi on l'a kidnappée. Je puis vous répéter mot pour mot ce qu'elle-même m'a confié à ce sujet, intervint Kelsey. L'ayant entendu, Poirot murmura. De prime abord, ces propos ont pu paraître absurdes. Ma propre impression sur le moment, dit l'inspecteur. Mais le fait demeure qu'on l'a enlevée. Et il y a eu une demande de rançon, intervint le commissaire. Tout simplement une manœuvre pour étayer la version d'un enlèvement, répondit Poirot. Oui, confirma Kelsey. Personne n'est venu au rendez-vous donné. Donc, Sheila a été kidnappée pour une autre raison. Laquelle ? Demanda Poirot. Sans doute pour qu'elle révèle la cachette, des bijoux, suggéra Adam sans grande conviction. Poirot fit un geste de dénégation. Elle l'ignorait. De cela, du moins, on ne peut douter. Non, il doit y avoir autre chose. Sourcils froncés, Poirot ne prononça pas un mot pendant un moment. Ses genoux, dit-il soudain. Avez-vous eu l'occasion de les remarquer ? Adam parut stupéfait. Non ? Et je me demande pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un homme pourrait s'intéresser aux genoux d'une jeune personne, coupa le détective. Dans ce cas particulier,
vous n'avez malheureusement pas pensé aux signes particuliers susceptibles d'être ainsi révélés. Une cicatrice, peut-être. Comment la voir? La plupart du temps, ces filles portent des bas et leurs jupes dépassent les genoux. Même quand elles se baignent dans la piscine? Je n'ai jamais eu l'occasion d'apercevoir Sheila y plonger. Trop froide, l'eau. La princesse est habituée au climat chaud. Le but de votre question m'échappe. Pensez-vous vraiment à une cicatrice? Nullement. Quoi qu'il en soit, votre oubli est regrettable. Poirot se tourna vers le commissaire. Avec votre permission, je vais téléphoner au préfet de la police de Genève. Je pense qu'il pourra nous aider. Au sujet de ce qui aurait pu se passer quand Sheila était pensionnaire dans une école de cette ville? Exactement. Tout simplement une idée toute personnelle. Mais passons de l'enlèvement à des deux choses plus sérieuses. Les 2 assassinats à Meadowbank. 2, répéta Poirot, tout pensif. Nous vous avons relaté les faits, dit Kelsey. Avez-vous une quelconque suggestion? Pourquoi le pavillon des sports? Telle était votre question, monsieur Adam, n'est-il pas vrai? Eh bien, nous avons la réponse. Parce que, dans le pavillon des sports, il y avait une raquette de tennis contenant une fortune en bijoux et que quelqu'un le savait. Qui? Peut-être Miss Springer. Vous m'avez donné à entendre qu'elle avait une attitude étrange à l'égard du dit pavillon. Entre autres, elle n'aimait guère que des personnes non qualifiées y pénètrent. Mieux, elle leur prêtait des dessins hostiles. Ce fut le cas pour Mademoiselle Blanche, plus spécialement. Mademoiselle Blanche, murmura Kelsey, haussant les sourcils. S'adressant de nouveau à Adam, Poirot continua. D'autre part, vous avez également estimé que le comportement de Mademoiselle Blanche semblait bizarre à sa sortie du dit pavillon. Oui, répondit l'interpellé. Je n'aurais jamais contesté son droit de s'y rendre si elle n'avait pas jugé à propos de me fournir des détails non sollicités. Poirot acquiesça. Voilà qui donne à penser. Mais tout ce que nous savons, c'est que Miss Springer a été tuée dans le pavillon à 1h du matin, alors qu'elle n'avait aucune raison officielle de s'y trouver. Où Miss Springer était-elle employée avant de venir à Meadowbank? Demanda-t-il à Kelsey. Nous l'ignorons. Elle a quitté son précédent emploi dans une école renommée l'été dernier. Ce qu'elle a fait entre-temps demeure un mystère. Elle n'a aucun parent proche et, apparemment, aucune relation particulière. Il n'est pas impossible qu'elle ait fait un séjour à Ramat. Coupa Poirot, sans s'émouvoir autrement. Stupéfaits, les autres ne le quittaient plus du regard. Un répit, et Adam rompit le silence. Il me revint qu'un groupe de dames professeurs a excursionné là-bas pendant les vacances, juste avant la Révolution. Admettons donc, pour le moment,
qu'elle faisait partie de ce groupe et que, d'une façon ou d'une autre, elle a entendu parler de la fameuse raquette. Supposons ensuite qu'après avoir pris le temps de se familiariser avec la routine de Meadowbank, elle ait décidé de se rendre, la nuit, dans le pavillon des sports. Là, elle s'est saisie de la raquette et était sur le point de découvrir son contenu quand quelqu'un a surgi. Sans doute une personne qui la surveillait depuis un moment. Peut-être même l'avait-elle suivie au cours de la soirée. Armée, cette personne l'a tuée, mais entendant les gens venir, elle s'est enfuie sans avoir eu le temps de sortir les bijoux de leur cachette. Pensez-vous vraiment que les choses se sont passées ainsi ? Demanda le commissaire. Une possibilité seulement. Autre version, la personne inconnue est arrivée la première et a été surprise par Miss Springer. Une personne que celle-ci soupçonnait déjà. Ne m'avez-vous pas dit qu'elle avait tendance à découvrir des secrets ? Et la deuxième victime, Miss Van Sittard ? Demanda le commissaire. Ni vous ni moi ne savons encore rien à ce sujet. Peut-être a-t-elle été la victime d'un tiers venu de l'extérieur. Poirot semblait attendre une réponse. Ce fut Kelsey qui la donna. Je ne le crois pas. Nous avons passé le voisinage au crible, surtout en ce qui concerne les étrangers. Il y a bien une certaine Madame Kolinsky qui a pris résidence dans un hôtel proche d'ici, mais tout porte à penser qu'elle n'a rien à voir avec l'un ou l'autre des deux crimes. Alors, il nous faut revenir à Meadowbank même. Et il n'y a qu'une seule méthode pour découvrir la vérité. Procéder par élimination. Kelsey soupira. Pour le premier crime, le champ est large, hélas. N'importe qui aurait pu tuer Miss Springer, sauf Miss Johnson, Miss Chadwick et la jeune fille qui souffrait d'une oreille. En revanche, le champ se rétrécit en ce qui concerne la deuxième victime. 3 professeurs en congé sont hors jeu. Miss Rich, Miss Blake et Miss Chapland. Et Miss Bulstrode était également absente, m'a-t-on dit. Reste Miss Rowan et Mademoiselle Blanche. Vous oubliez les élèves, inspecteur, nota Poirot. Kelsey eut un sursaut. Vous ne les tenez pas pour suspectes, je suppose. Franchement, non. Mais il convient de n'oublier personne. Ignorant la remarque, Kelsey reprit. Miss Rowan est ici depuis 1 an et ses références sont excellentes. Rien n'a été révélé contre elle. Nous en arrivons donc à Mademoiselle Blanche. Notre dernière carte. Un silence que Kelsey rompit le premier. Pas la moindre preuve. Ces certificats semblent authentiques. Cependant, elle furait de partout, dit Adam. Mais ce petit défaut n'implique pas qu'elle soit une criminelle. Un instant, interrompit Kelsey. Il a été question d'une clé au cours de mon premier entretien avec elle. Une clé tombée de la porte du pavillon. Elle l'a ramassée et allait oublier de la remettre en place,
quand Miss Springer a bondi sur elle. À qui entendait venir durant la nuit? Pour chercher la raquette, il fallait une clé. Donc, une empreinte était nécessaire, intervint Poirot. Dans ce cas, objecta Adam, Mademoiselle Blanche ne vous aurait pas parlé d'une clé. Cette déduction ne s'impose nullement. Springer eût pu mentionner l'incident. Donc, une précaution de la part de la Française, risqua le commissaire. De fait, nous ne sommes guère plus avancés, murmura l'inspecteur qui regarda Poirot avec quelque lassitude. Admettant que j'ai été bien renseigné, reprit celui-ci, il y a une possibilité. Je me suis laissé dire que la mère de Julia Upjohn a reconnu quelqu'un le jour de la rentrée des classes. Une personne dont la présence à Meadowbank l'a étonnée. De certains détails, il ressort que cet inconnu a été en relation avec des centres d'espionnage. Si Mrs. Upjohn affirme que Mademoiselle Blanche est la personne en question, alors j'estime que nous pourrons aller de l'avant avec quelques assurances. Facile à dire, coupa Kelsey. Nous nous sommes efforcés d'entrer en contact avec Mrs. Upjohn, mais c'est un vrai casse-tête. Quand sa fille a parlé d'un bus, j'ai cru qu'il s'agissait d'un véritable car de touristes. Nullement. Il semble qu'elle se serve de bus locaux pour se rendre d'un endroit à un autre, sans esprit de continuité, comme bon lui semble. Rien d'une cliente de Cook, mais une voyageuse indépendante. Que faire dans un pareil cas? Elle peut se trouver n'importe où, et l'Anatolie n'est pas un mouchoir de poche. Recherche difficile, en effet, admit Poirot. Il semble, reprit Kelsey avec aigreur, que les voyageurs organisés ne conviennent pas à cette personne. Et, entre-temps, nous restons pratiquement en panne. La Française peut choisir de disparaître d'un moment à l'autre. Nous n'avons aucun prétexte sérieux pour la retenir. Poirot fit un geste de dénégation. Elle ne partira pas. Vous ne pouvez en être certain. Un criminel évite tout acte qui serait capable d'attirer l'attention sur lui. Donc, si elle est coupable, Mademoiselle Blanche restera à Meadowbank jusqu'à la fin du trimestre. Espérons que vous êtes dans le vrai. Et rappelez-vous que la personne vue par Mrs. Upjohn ne sait pas qu'elle a été reconnue. Quand la mère de Julia reviendra, la surprise sera complète. Kelsey haussa les épaules. Et entre-temps, la conversation joue un grand rôle. Comment? Demanda l'inspecteur, stupéfait. Tôt ou tard, quand il y a un crime à cacher, on parle trop. Le coupable se trahit, voulez-vous dire? Lança le commissaire, plutôt sceptique. Ce n'est pas aussi simple que cela, répliqua Poirot. Un coupable s'emploie à éviter de faire allusion à son secret. Mais il peut arriver que d'autres relatent des choses, sans se douter de leur importance. Et cela me rappelle... Il se leva de sa chaise. Je vous prie de m'excuser. Il me faut demander à Miss Bulstrode s'il y a quelqu'un dans cette maison qui sache vraiment dessiner. D'abord,
les genoux des filles, puis des dessins ?» s'écria Adam dès que Poirot fut sorti. « Quoi, ensuite ? Je me le demande. » Miss Bulstrode répondit à Poirot sans montrer la moindre surprise. « Notre professeur de dessin est absente aujourd'hui. Que désirez-vous exactement ?» Elle s'exprimait avec bienveillance, donnant l'impression de s'adresser à un enfant. « Des visages », précisa le détective. Miss Rich excelle dans les esquisses. La ressemblance est frappante. Exactement ce que je désire. Il nota avec plaisir que la directrice ne lui demandait aucune explication. Après les présentations, Poirot s'enquit. « Mademoiselle Rich, pouvez-vous esquisser rapidement les traits d'une personne au crayon ? C'est un amusement pour moi. » « Parfait. Alors, voulez-vous dessiner le visage de la défunte Miss Springer ? » ?»« Assez difficile. Je ne l'ai guère connue, mais je peux essayer. » Et elle s'exécuta. « Maintenant, reprit Poirot, les visages de Miss Bulstrode, de Miss Rowan, de Mademoiselle Blanche et du jardinier Adam. » Quoique surprise, Miss Rich se mit au travail. Poirot regarda le résultat. « Très bon, en vérité, » constata-t-il. « Quelques coups de crayon et le résultat est concluant. Passons à quelque chose de plus difficile. Par exemple, changer la coiffure de Miss Bulstrode, modifier la forme de ses sourcils. » Aileen Rich le fixa avec une certaine crainte. « Non, dit-il, je ne suis pas fou. Une expérience, c'est tout. Je vous en prie, faites ce que je vous ai demandé. »« Voilà, » déclara-t-elle au bout d'un moment. « Excellent. Agissez de même pour Mademoiselle Blanche et Miss Rowan. » Quand elle eut terminé, Poirot aligna les 3 dessins. « Veuillez constater, dit-il, en dépit des changements apportés, Miss Bulstrode demeure Miss Bulstrode. En revanche, regardez les 2 autres. Du fait que les intéressés n'ont aucune personnalité, on croirait voir d'autres femmes, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, je comprends votre pensée, » répondit Miss Rich. Elle le surveilla attentivement alors qu'il roulait les esquisses. « Qu'allez-vous faire ? » demanda-t-elle. « M'en servir, » répliqua-t-il sans plus. « Franchement, je ne sais que dire, » répondit Mrs. Sutcliffe sur un ton peu encourageant. Et, comme par hasard, Henri, une fois de plus, n'est pas à la maison. Remarque quelque peu obscure, mais Poirot pensa qu'il comprenait ce qu'elle voulait dire, à savoir que son mari était capable de faire face à cette affaire, habitué qu'il était à toutes sortes de transactions internationales. Ne cessait-il pas de prendre l'avion pour le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud ou
tout simplement pour Genève ou Paris? Toute cette histoire a été des plus déprimantes, reprit Mrs. Sutcliffe. J'étais tellement heureuse d'avoir Jennifer auprès de moi, bien que ma fille soit parfaitement fastidieuse. Après avoir soulevé 1000 objections à son entrée à Meadowbank, trop snob, affirmait-elle, Jennifer ne cesse maintenant de bouder parce que je l'en ai retirée. Inouï. Meadowbank a des ennuis passagers, reprit Poirot, ne sachant trop comment s'exprimer. Mais il ne se rendit compte de la faiblesse de ce commentaire. Déjà, Mrs. Sutcliffe répliquait avec vivacité. « Des ennuis! 2 crimes et une élève enlevée? Enverriez-vous votre enfant dans une école où les maîtresses ne cessent d'être assassinées ?» Riposte qui semblait logique. Mais si les crimes sont l'œuvre d'une seule personne, et que celle-ci soit arrêtée, voilà qui change tout, je pense. Mrs. Sutcliffe continuait à s'agiter. Je suppose que le coupable se complaît à tuer des professeurs. Admettons qu'on le découvre et qu'on le pende. Peut-être les choses seraient-elles différentes. Tout compte fait, de tels maniaques ne doivent pas courir les rues. Nous l'espérons tous. Mais il y a l'enlèvement. Risqueriez-vous que votre fille soit kidnappée? Sûrement pas, madame. Je vois que vous avez réfléchi à tout, et vos appréciations sont pertinentes. Son interlocutrice paraissait plutôt flattée. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis quelque temps. Henri se bordait à répéter des phrases telles que « Pourquoi avez-vous tant tenu à envoyer votre fille à Meadowbank ?» Quant à Jennifer, elle se confinait dans son silence. « Oui, dit Mrs. Sutcliffe à Poirot, j'ai longuement pesé le pour et le contre. » Alors, vous ne devriez pas vous tourmenter à propos de cet enlèvement. S'il m'est permis de parler en toute confidence, sachez qu'en fait, ce n'en est pas un. On soupçonne une fugue. Le cas d'une fille rebelle qui s'enfuit pour épouser quelqu'un en secret? Il m'est défendu d'en dire davantage. Vous comprenez aisément qu'un scandale est indésirable. Il va de soi que je vous ai parlé sous le sceau du secret. Vous ne parlerez pas? Non, évidemment, répondit Mrs. Sutcliffe avec assurance. Elle jeta un regard sur la lettre du commissaire que Poirot lui avait remise. Je ne sais pas exactement qui vous êtes, mais vous me faites penser au personnage qu'on appelle, dans un roman policier, l'œil mystérieux. Je donne des consultations, répondit Poirot avec quelque fierté. Cette évocation d'Harley Street fit grande impression sur Mrs. Sutcliffe. « De quoi voulez-vous parler avec Jennifer ?» demanda-t-elle. « Je désire simplement avoir ses impressions sur certains points. Elle s'est observée, je pense. » Ma fille n'a jamais été curieuse. Je veux dire qu'elle ne prête guère attention à ce qui se passe autour d'elle. Cela vaut mieux que de narrer des choses qui n'ont jamais eu lieu. Mrs. Sutcliffe ouvrit la fenêtre donnant sur le jardin et appela Jennifer. Quand la jeune fille entra dans le salon, visage maussade,
Elle jeta sur le visiteur un regard plus que soupçonneux. « Je suis un vieil ami de Julia Upjohn, » déclara Poirot. « Elle est venue me voir à Londres. » « À Londres ? Et pourquoi ?» demanda Jennifer, quelque peu surprise. « Pour me demander un conseil. Je le lui ai donné, et elle est revenue à Meadowbank. » « Ainsi, sa tante Isabelle ne l'a pas retirée de l'école, » répondit Jennifer, tout en lançant un coup d'œil irrité à sa mère. S'étant tourné vers celle-ci, Poirot constata qu'elle sortait en toute hâte. « Vraiment, il est vexant de rester en dehors de tout ce qui se passe là-bas, » reprit Jennifer. « En faire une telle histoire. J'ai dit à ma mère que mon retrait ne rimait à rien. Après tout, aucune des élèves n'a été tuée. Avez-vous quelques idées personnelles sur les 2 crimes commis ?» Jennifer hocha la tête. « Un toqué, sans doute. »« Possible. Personnellement, je m'intéresse à la femme qui en est venue vous apporter une nouvelle raquette, en échange de la vieille. Vous vous en souvenez ? » ?»« Oui, et jusqu'à présent j'ignore qui me l'a offerte. Ce n'est pas tante Gina. » »« Pouvez-vous me décrire sa soi-disant messagère ?» La jeune fille sembla réfléchir avant de répondre. « Tout ce que je sais, c'est qu'elle portait une robe vaporeuse, une cape bleue, je pense, et un chapeau plutôt ample. » Poirot tout sauta. « Je préférerais avoir des détails sur son visage. »« Beaucoup trop de maquillage, » dit Jennifer, presque indifférente. « Trop pour une Anglaise. Des cheveux blonds. Je crois qu'elle était américaine. » « L'aviez-vous déjà vue auparavant ? » ?»« Oh non ! Elle ne doit pas habiter près de Meadowbank, puisqu'elle m'a affirmé qu'elle était spécialement venue pour un déjeuner ou un cocktail dans les parages. » Le détective regarda la jeune fille avec attention. Son attitude l'intriguait, surtout sa tendance à accepter les choses telles qu'elles se présentaient. « Le fait demeure que cette dame ne vous a pas dit la vérité. »« Évidemment, » répondit-elle sans plus. « Voyons, êtes-vous tout à fait certaine qu'elle était une inconnue pour vous ? Il aurait pu s'agir de l'une des pensionnaires, déguisée, ou de l'une des maîtresses. »« Déguisée ?» répéta Jennifer, enfin intéressée. Poirot lui mit sous les yeux l'une des esquisses retouchées par Miss Rich, celle de Mademoiselle Blanche. « Ne serait-ce pas cette femme ? » demanda-t-il. Jennifer hésita. « Cela peut lui ressembler, mais je n'ai nullement l'impression que ce soit elle. » La jeune fille ne se doutait nullement que l'esquisse était celle de la Française. « À la vérité, » reprit Jennifer, « je ne me suis pas attardée à contempler le visage de la personne qui vous intéresse tant. Elle semblait étrangère et, surtout, j'avais ma raquette. » Il était clair que Jennifer n'avait eu d'yeux que pour celle-ci. « Passons à autre chose, » décida Poirot. « Auriez-vous remarqué à Meadowbank une personne rencontrée à Ramat ? »
Aramat? Non. Du moins, je ne le crois pas. Cette incertitude frappa Poirot. Mais vous n'en êtes pas convaincue, mademoiselle Jennifer. Perplexe, celle-ci se frotta le front. On se trouve souvent face à des gens qui ressemblent à quelqu'un d'autre, sans savoir exactement à qui. Parfois même, ce sont des personnes que vous avez connues, mais vous ne vous souvenez plus d'elles. Leur nom et l'endroit où vous les avez rencontrées vous échappent. Conclusion, vous n'avez pas le sentiment d'avoir aperçu, à Meadowbank, une personne déjà connue de vous? Il y a tant de visages qui ne retiennent pas l'attention. Ce qui n'est pas le cas de Miss Rich. Poirot ne sia pas. Pas possible, dit-il sur un ton dégagé. Pensez-vous l'avoir vue ailleurs qu'à l'école, à Ramat, par exemple? Jennifer hésita avant de répondre. Tout compte fait, non. Il a dû s'agir d'une personne qui lui ressemblait. Mais elle était beaucoup plus grosse qu'elle. Plus grosse? Curieux, pensa Poirot. Impossible d'imaginer Rich sous les apparences d'une femme imposante, reprit Jennifer, qui se prit à glousser. Elle est toute en os. D'ailleurs, elle n'aurait pu se trouver à Ramat, car le trimestre dernier, elle était malade. Et les pensionnaires? En connaissiez-vous une avant votre arrivée à l'école? Peut-être une ou deux. Pour les autres, je ne les reconnaîtrais pas si je les revoyais demain. Vous devriez être plus perspicace, dit sévèrement Poirot. Impossible de tout noter, répliqua Jennifer. Quoi qu'il en soit, si Meadowbank reste ouvert, je voudrais y retourner. Pouvez-vous intervenir auprès de maman? Toutefois, je crains que papa ne soit la pierre d'achoppement. Terrible d'être obligé de rester ici, à la campagne. Je n'ai aucune chance de m'entraîner convenablement au tennis. Soyez certaine que je ferai l'impossible, assura Poirot. Je désirerais vous parler, Aileen, dit Miss Bulstrode. Miss Rich suivit la directrice dans son bureau. Meadowbank était étrangement calme. Quelques 25 élèves s'y trouvaient encore, des jeunes filles que leurs parents n'avaient pu reprendre auprès d'eux ou dont la présence dans leur famille n'avait pas été jugée désirable. Cependant, aucun membre du corps enseignant n'était parti. Miss Johnson s'agitait en vain. Il ne lui convenait guère de n'avoir presque rien à faire. Paraissant vieille et pitoyable, Miss Chadwick errait çà et là dans une sorte de coma. Elle était beaucoup plus affectée que Miss Bulstrode qui, selon toute apparence, ne laissait voir aucune trace de dépression. Les maîtresses plus jeunes semblaient apprécier leurs nombreuses heures de repos. Elles se baignaient dans la piscine, écrivaient de longues lettres ou se plaisaient à étudier les brochures de nombreux centres de tourisme. Pour sa part, Anne Shapland passait une grande partie de son temps à jardiner, révélant une expérience inattendue. Qu'elle préférât s'adresser à Adam plutôt qu'au vieux Briggs n'avait rien de surprenant. « À votre disposition, mademoiselle Bulstrode, répondit Elaine Rich.
Voici. J'ignore encore si cette école reprendra ou non son activité, dit la directrice. Peut-être serais-je obligée de la fermer complètement. Non, interrompit Miss Rich. Elle frappa du pied et son chignon commença à se défaire. Vous ne devez pas abandonner, s'écria-t-elle. Ce serait un crime. Vous vous exprimez avec beaucoup de vivacité, répliqua Miss Bulstrode. Parce que je sais l'importance de l'école, alors que tant de choses sont inutiles. Combattre pour un idéal ne vous fait donc pas peur? Eh bien, j'aime les personnes braves. Croyez que, pour ma part, je ne suis pas disposée à céder facilement. Quand les choses marchent trop bien, on s'endort sur ses lauriers. Ou, ce qui ne vaut pas mieux, on se lasse. Ce qui n'est pas mon cas pour le moment. Je lutterai de toutes mes forces, risquant jusqu'au dernier penny. Et, maintenant, au fait, si Meadowbank survit, voulez-vous vous associer avec moi? Moi? S'écria Miss Rich, stupéfaite. Oui, vous? Je ne le pourrai pas. Je suis trop jeune et je n'ai pas l'expérience que vous êtes en droit d'exiger. Il m'incombe, et à moi seule, de savoir ce que j'exige. Ah, pour le moment, mon offre n'est guère brillante, et vous réussiriez sans doute mieux ailleurs. Cependant, je tiens à vous dire que, même avant la mort déplorable de Miss Van Sittard, j'avais déjà pensé que vous pourriez être la personne qualifiée. Eileen Rich fixa son interlocutrice. Je croyais, avec toutes les autres, que Miss Van Sittard... Il n'y avait rien de définitif à son sujet. Je reconnais que je pensais à elle depuis 2 ans. Mais, en fin de compte, j'avais décidé qu'elle ne me convenait pas. Toutefois, elle remplissait toutes les conditions voulues et elle aurait dirigé Meadowbank exactement comme vous, en s'inspirant des mêmes principes. Exactement ce qu'il n'aurait pas fallu faire. On ne peut vivre avec le passé. Les traditions, soit, mais sans exagérer. Il faut une école pour les enfants d'aujourd'hui et non pour ceux d'il y a 50 ou 30 ans. Je n'étais guère plus âgé que vous quand j'ai créé Meadowbank. Rappelez-vous ce qui est écrit dans la Bible. Les vieux rêvent, les jeunes ont des visions. Ici, foin des rêves. Il nous faut des visions de l'avenir. Voilà pourquoi j'ai été finalement convaincue que vous étiez celle que je cherchais et non Éléonore Van Sittard. C'eût été merveilleux, s'écria Eileen Rich. Le poste que j'aurais aimé par-dessus tout. Miss Bulstrode prit soin de ne pas extérioriser la gêne qu'elle éprouvait face à l'attitude crispée de la jeune maîtresse. Oui, je comprends, dit-elle posément. Ce ne serait plus merveilleux, maintenant. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, reprit vivement Eileen Rich. Je ne puis m'expliquer en détail, pour le moment, mais si vous m'aviez parlé une quinzaine de jours plus tôt, je vous aurais répondu qu'il m'était tout à fait impossible d'accepter votre offre. La seule raison qui pourrait la rendre acceptable, maintenant, c'est que la tâche serait ardue. Voulez-vous me permettre de réfléchir, mademoiselle Bulstrode? Volontiers, répondit simplement celle-ci.
Elle demeurait sous le coup de la surprise. Décidément, pensait-elle, on ne connaît jamais le fond de la pensée des autres. Regardez Eileen Rich, avec sa tignasse en désordre, dit Anne Shapland, interrompant un petit travail dans un parterre de fleurs. Si elle n'arrive pas à coiffer décemment, elle devrait, du moins, faire raccourcir ses cheveux. Sa tête a de jolis contours. Pourquoi ne pas le lui conseiller vous-même ? Nos rapports ne sont pas assez suivis. Au fait, pensez-vous que cette école pourra rouvrir ? Difficile à prévoir, répondit Adam. Et je ne suis guère qualifiée pour... Aussi qualifiée que n'importe qui, oserais-je dire. Possible que tout s'arrange, après tout. Le vieux taureau, comme les élèves l'appellent, est tenace. Entre-temps, ce premier mois de fermeture m'a paru une année. Resterez-vous si les choses s'arrangent ? Non, répliqua Anne sans hésiter. Je suis saturée des écoles pour le restant de mes jours. Il me déplaît d'être claquemurée avec des femmes. Et, franchement, je n'apprécie pas les crimes. On se complaît à en lire le récit dans les journaux, avant de s'endormir dans son lit, mais vivre dans leur atmosphère même, voilà qui me dépasse. Une courte pause. Je crois, reprit la secrétaire, qu'à ma sortie d'ici, j'épouserai Denis et créerai un foyer. Denis ? Celui dont vous m'avez déjà parlé ? Si j'ai bonne mémoire, il s'agit de ce jeune homme appelé par son emploi en Birmanie, en Malaisie ou encore au Japon. Drôle de perspective pour créer un foyer. Anne se prit à rire. Peut-être avez-vous raison. Je crois que vous pourriez trouver mieux que Denis. Est-ce une offre personnelle ? Certainement pas. Vous êtes ambitieuse et un aide-jardinier ne vous conviendrait guère. Je me demandais si un mariage dans le service spécial serait de mon goût. Le service spécial ? Je n'en fais pas partie. Naturellement, répondit Anne sans sourciller. Épargnons-nous les susceptibilités de langage. Vous n'êtes pas attaché au dit service. Sheila n'a pas été enlevée et le jardin est magnifique. Un regard autour d'elle et Anne ajouta. Cependant, je ne comprends rien à cette histoire d'un retour de Sheila en Suisse. Du moins, est-ce qu'on nous raconte maintenant ? Vous et vos gens n'avez pas dû être très attentifs, puisque, si c'est exact, on a réussi à la faire sortir d'Angleterre. Bouche cousue, répliqua Adam. Je supposerais plutôt que vous ne connaissez pas le premier mot de cette affaire. Allez plutôt demander des éclaircissements à Monsieur Hercule Poirot. Quoi ? Ce drôle de petit bonhomme qui a ramené Julia Upjohn à Meadowbank et s'est entretenu avec Miss Bulstrode ? Lui-même, il affirme être un détective consultant. J'ai l'impression qu'il vit sur son passé. Impossible de comprendre le but de ses activités. Il a même été voir ma mère, ou l'un de ses amis s'en est chargé. Votre mère ? Pourquoi elle ? Aucune idée. Parler aux mamans semble lui donner une joie morbide.
N'a-t-il pas rendu visite à celle de Jennifer? A-t-il interviewé les mères de Miss Rich et de Shady? Je ne crois pas que Miss Rich ait encore la sienne. Sinon, elle n'aurait pas été oubliée. La mère de Miss Chadwing vit à Cheltenham. Elle doit avoir dans les 80 ans. Pauvre Shady. Elle paraît presque avoir le même âge. Justement, elle vient vers nous. Adam jeta un coup d'œil. Elle a encore vieilli cette dernière semaine. De fait, Miss Chadwing s'approchait lentement. Toute sa vivacité avait disparu. Voulez-vous venir voir Miss Bulstrode? Dit-elle à Adam. Elle a des instructions à vous donner au sujet des fleurs. Il me faut d'abord faire quelques rangements, répondit l'aide jardinier, et il s'éloigna en direction d'une serre. Anne et Miss Chadwing reprirent le chemin de l'école. Tout semble vide, dit Miss Shapland, tout en regardant autour d'elle. On dirait une salle de théâtre à peu près déserte et où les rares spectateurs ont été placés de façon à atténuer les vides. Horrible, gémit Shady. Horrible que de penser que Meadowbank en est arrivé là. Je ne puis m'y faire. La nuit, le sommeil me fuit. Tout le travail de nombreuses années en ruine. Tout s'arrangera, peut-être, répondit Anne, affectant une gaieté de circonstance. Les gens ont la mémoire courte, savez-vous? Pas aussi courte qu'on pourrait le croire, murmura Miss Chadwing. Anne ne répondit pas, mais elle était plutôt d'accord avec Shady. Mademoiselle Blanche venait de terminer son cours de littérature française. Elle jeta un coup d'œil sur sa montre. Oui, elle aurait le temps d'accomplir ce qu'elle se proposait. Avec si peu d'élèves, les heures disponibles ne manquaient pas. Elle monta dans sa chambre et mit un chapeau. Mademoiselle Blanche n'était pas de celles qui se promènent nu-tête. Puis elle se regarda dans une glace. Aucune tendance à s'admirer, une absence totale de personnalité, une femme qui n'attire pas l'attention. Elle sourit. Voilà qui, parfois, était utile. De fait, son physique lui avait permis de se servir des certificats de sa défunte sœur, le type même de la pédagogue. Même la photo du passeport n'avait soulevé aucune contestation. Certes, faire la classe était intolérable. En revanche, les appointements dépassaient largement tout ce qu'elle avait gagné auparavant, sans oublier l'incroyable évolution des événements en sa faveur. L'avenir, pensait-elle, serait très différent grâce à la transformation qui deviendrait possible à bref délai. Elle se voyait déjà à Cannes ou à Monte-Carlo, habillée avec élégance et maquillée avec art. Que ne peut-on faire avec beaucoup d'argent? Oui, la vie serait belle, et ce séjour insipide dans une école détestée aurait, du moins, servi à quelque chose. Mademoiselle Blanche se saisit de son sac à main et, une fois hors de sa chambre, s'engagea rapidement dans le long corridor qui conduisait à l'escalier. Au passage, elle vit une nouvelle femme de charge qui, agenouillée, s'affairait. Une indicatrice chargée de renseigner la police, se dit Mademoiselle Blanche. Et cette police était vraiment sotte si elle croyait
qu'on ne s'en doutait pas. Un sourire ironique sur les lèvres, elle sortit de l'école et gagna l'arrêt de l'autobus. Peu de passants sur cette route de campagne. Un homme était penché sur le capot de sa voiture, un autre individu semblait attendre l'autobus. À proximité, une bicyclette à côté à une haie. Sans doute, l'une de ces deux personnes s'apprêtait-elle à filer la jeune femme. Mise en scène, naturellement, et Mademoiselle Blanche s'en souciait peu. On pouvait la suivre, surtout là où elle allait se rendre. Déjà, le bus arrivait. Un quart d'heure plus tard, Mademoiselle Blanche descendait dans le centre de la ville. Elle ne prit même pas la peine de regarder derrière elle, mais se dirigea vers un grand magasin dans les vitrines duquel les robes prétendument à la nouvelle mode étaient exposées. Banale, juste bonne pour la province, pensa-t-elle, esquissant une grimace. Cependant, elle les regarda pendant un moment, donnant l'impression d'être fortement intéressée. Puis, elle se décida à pénétrer à l'intérieur. Après avoir fait quelques menus achats, elle se rendit au salon de correspondance réservé aux dames et où se trouvait une cabine téléphonique. Le temps de composer un numéro et elle attendit. Ayant constaté que la voix était celle de la personne appelée, elle appuya sur le bouton et parla. « Ici, Maison Blanche. Je dis bien Maison Blanche. Il s'agit d'un compte dont le solde n'a pas été payé. Dernier délai, demain soir. Oui, demain soir. Le montant doit être versé au compte Maison Blanche à l'agence du Crédit National, Ledbury Street, à Londres. Ce montant, je vous le rappelle. » Elle donna les chiffres avant d'ajouter. « Si cette somme n'est pas payée, je serai dans l'obligation de faire part aux personnes intéressées de mes découvertes au cours de la nuit du 12. La référence est, notez-la bien, Miss Springer. Vous avez un peu plus de 24 heures. » Elle raccrocha et revint dans le salon. Une femme venait d'y entrer. Une cliente ou... De toute façon, elle était arrivée trop tard pour écouter quoi que ce soit. Le temps de passer aux toilettes, et Mademoiselle Blanche gagna le rayon des blouses, discuta avec une vendeuse, sans rien acheter, puis elle sortit du magasin, toute rayonnante. Un arrêt devant une librairie, et elle reprit le bus pour Meadowbank. En somme, tout s'était bien passé. La somme demandée n'était pas excessive, donc facile à payer en temps voulu. Cela suffirait, pour le moment du moins. Car il y aurait d'autres demandes. Une source de revenus appréciable. Mademoiselle Blanche n'éprouvait aucun remords. Elle ne considérait pas comme un devoir de révéler à la police ce qu'elle savait et avait vu. Cette Springer était une femme détestable, mal élevée, et elle l'espionnait. Donc, elle avait mérité son sort. Rentrée à l'école, Mademoiselle Blanche resta un long moment devant la piscine. Eileen Rich se baignait, puis ce fut le tour d'Anne Shapland, excellente plongeuse. À proximité des pensionnaires, riaient et poussaient de petits cris. Soudain, la cloche sonna et Mademoiselle Blanche alla faire son cours. Les élèves étaient inattentives et fatigantes au possible. Qu'importait ?
cette servitude allait prendre fin. Après la classe, elle monta dans sa chambre pour se préparer avant le dîner. Elle eut la vague impression, sans plus, que, contrairement à son habitude, elle avait laissé son manteau de jardin sur une chaise au lieu de l'accrocher dans la penderie. Elle se pencha devant son miroir pour se farder quelque peu. Le geste fut si rapide qu'elle n'eut pas le temps de se ressaisir. Aucun bruit. Le manteau placé sur la chaise sembla se rassembler sur lui-même avant de glisser sur le plancher. En un clin d'œil, une main tenant un boudin se leva derrière Mademoiselle Blanche et, avant que celle-ci n'ait eu le temps de pousser un cri, le boudin la frappa durement sur la nuque.